Rebienvenue, salut, Ismaël KX. On a terminé sur la dernière leçon. On avait parlé de la simulation du PI planning ou la préparation du PI planning. Donc pour petit récap, on a construit ce que c'est qu'une bonne équipe, une vraie équipe avec des compétences agiles, une équipe agile avec les compétences qui vont avec. Et là maintenant, on a parlé de comment est-ce que de passer de l'état de on a fini l'équipe à l'état de maintenant on va délivrer, on va fabriquer des vrais produits et on va délivrer des produits de qualité. On a pour cela, on est passé par le design thinking, customer centricity. On a construit un backlog, ou du moins on a vu comment on construit un backlog, en particulier avec la méthode, une des méthodes de priorisation, qui est le WSJF. Weighted Shortest Job First. Commencer par le travail qui apporte le plus de valeur et qui est le plus rapide à faire. Puis, on a parlé de la fameuse simulation. Aujourd'hui, on va parler même du PI planning en lui-même. La simulation, il faut au moins 4 personnes qui vont s'assurer que les éléments sont là. On a au moins le top 10 des fonctionnalités qui ont été soumises, qui ont été mises en priorité. Euh, on a vérifié qu'on avait tous les éléments, on avait la salle, c'est un ensemble d'éléments. Il y a même une checklist pour ça. Sauf que tout le monde n'organise pas un PI planning. Les PI plannings sont organisés idéalement par des SPC, donc qui sont des Safe Programme Consultants, qui sont des consultants faits pour ça, formés pour ça, ou dans certains cas, il y a des consultants qui sont devenus coachs et avec l'expérience, ils ont déjà assisté, ils ont déjà fait et ils ont cette légitimité-là. Sinon, normalement, c'est des coachs en agile échelle ou des SPC. Le RTE, il en fait partie, mais il est surtout l'animateur et l'organisation de toute la chose, c'est confié à d'autres personnes idéalement. Mais ça reste encore des détails dans le monde du conseil, du consulting. Il y a souvent des choses sur lesquelles on ne reste pas longtemps. Donc aujourd'hui, on va parler de l'organisation en elle-même, de comment est-ce que la cérémonie du PI, du programme incrément planning, va se faire. C'est 2 jours, 48 heures, avec un timing hyper serré. Il peut y avoir jusqu'à 150 personnes, et dans certaines PI, il y a encore plus que ça. Tout dépend de à quel point les gens qui sont dans l'organisation aiment le risque. Allez, c'est parti sur... Commençons là, boum. On était là hier. Donc, comment est-ce qu'on va organiser un PI planning et le réussir? How to lead a successful PI planning. La première des choses, c'est la préparation. Et dans la préparation, eh bien, hier, on a parlé de cette fameuse simulation. La deuxième des choses à savoir, c'est on a quoi en entrée, on a quoi à la sortie. Quand on finira le planning, le PI planning, qu'est-ce qu'il nous faut fournir aux gens, à l'équipe, mais aussi à la postérité, tout court. Et voici ce qu'on va faire. On va parler du chronogramme, donc du planning exact de la première journée. Là, on va rester sur ça ici, vous pouvez le voir. Puis, on parlera du planning du deuxième jour. Ensuite, qu'est-ce qui va en sortir? Et à la fin, on verra qu'est-ce qui reste de ce planning. Parce qu'un planning, c'est vrai, on le fait en 2 jours. Après, on a un jour où généralement, on bouge pas, on fait pas grand-chose. Ok, qu'est-ce qui reste? Les gens vont se baser sur quoi? Parce que le livrable, il faut commencer à faire ça, il faut commencer à y travailler. On en parlera. Donc, première partie de la quatrième partie, première partie de comment réussir un PI planning. Petit récap, comme on a dit hier, donc c'est chaque 8 à 12 semaines. J'avais expliqué que les itérations, c'est 2 semaines. On fait 4 itérations idéalement. Dans certains cas qui sont plutôt rares, on peut faire 5 itérations, on travaille. Et il y a une itération qui est l'itération de l'innovation, de la préparation et du PI planning. C'est une itération, donc, un peu comme un sprint, dans lequel c'est comme si on payait de la dette, on peaufine les derniers trucs. Et ensuite, durant cette cérémonie, PI planning, tout le monde planifie ensemble. Il y a le product management qui est maître de contenu, qui on appelle autorité, content authority. Donc c'est l'autorité sur les features qui vont être développés, qui vont être priorisés. Ensuite, il y a l'équipe de développement, il y a les événements comme le fameux story planning, on va voir tout ça. Et bien entendu, il y a les architectes système ou ingénieurs système, mais aussi nos experts UX et UI parce que, eh bien, vous voyez que comme on fait bouger les choses, des fonctionnalités peuvent avoir un impact sur globalement l'expérience utilisateur. Et tout ça, il faut prendre en compte. Et même si on rentre dans les process, pourquoi on prend des architectes ingénieurs, des architectes système et des ingénieurs système?
Parce qu'en fait, l'organisation elle-même, dans tous ses process et son organisation, elle a une architecture. C'est pour ça que ceux-là, on les prend, on les lâche pas, ils sont à côté de nous. Bien. Donc là, on dit c'est un événement et il y a 3 choses qui sont nécessaires ici. Quand on parle de organizational readiness, c'est l'alignement stratégique des équipes et toutes les configurations du train. Donc ça, c'est la partie organisationnelle. À l'intérieur, c'est-à-dire les choses qu'on doit faire, euh, on va dans quelle direction, qui va où. Ce sont des décisions qui finalement impliquent l'avenir du projet. C'est pas le day-to-day. Ça, c'est la partie organisation. Ensuite, il y a la partie contenu. La partie contenu, ce sont toutes les features, les user stories, mais aussi quelques réalités dans le développement de tous les jours. Et il y a la partie logistique. Bah, la partie logistique, c'est un événement. Il faut une salle. Si on n'est pas en présentiel, qu'on est en distanciel, eh bien, il faut des outils qui sont capables de contenir suffisamment de personnes. Il faut que tout le monde soit là. Il faut qu'il y ait des sous-salles. Ça dépend de l'outil. Voilà, il faut des éléments. Il faut que tout soit prêt pour que les 125 personnes ou les 150 personnes, tout dépendra du nombre de personnes, puissent faire ce qu'elles ont à faire bien dans les conditions. C'est la partie logistique. Ça, c'est la préparation. Et dans la deuxième partie, enfin, c'est pas la deuxième partie, mais c'est une des choses qui est toujours dans la process, c'est à savoir. En fait, en tant que input, hier j'en ai parlé, enfin hier dans le cours précédent, il faut un ensemble de futures, qui ont été choisis et priorisés par l'équipe product management. Dans l'équipe product management, elle va fournir ça. Une fois qu'elle fournit ça, à la fin, nos équipes, elles doivent fournir chacune ses objectifs. Et vous savez comment sont écrits les objectifs? Exactement de la sorte. Avec, juste un temps, ici c'est business value. Là, si vous regardez sur l'écran, là, business value, on estime que par exemple ici, sur objectif P1, la première fonctionnalité a 10 points de business value. 10 points de business value. La seconde en a 8. C'est pour ça qu'elles sont mises comme ça. Après, on va réorganiser ça. On va réprioriser ça. Ou ça reste comme ça parce que ce sont les objectifs qui sont annoncés, parce qu'il y a souvent des questions de dépendance. Chacune des équipes, à la sortie, doit fournir des objectifs qui ressemblent à ça, écrits comme ça, avec des uncommitted, signifie que ça fait partie des objectifs sur lesquels on ne s'engage pas. On le fera quand, si par exemple on a une bonne performance et qu'on a fini les 6 premiers éléments, on va pas rester là ne rien faire, donc on va attaquer ces éléments-là. Et une fois qu'on a fait ça, à la fin, l'équipe organisatrice du PI Planning va rassembler ça dans le programme PI Planning que je suis en train d'entourer là comme ça, le fameux programme PI Planning. C'est le truc qui va être le guide référent pour le suivi et pour s'assurer qu'on reste on track. On reste toujours sur la bonne voie pour avancer avec notre train. Il ne suffit pas d'avoir les objectifs, ça, il faut le fameux programme board. Le programme board, il ressemble exactement à ça, vous voyez ça. Dans le programme board, ici en fait sur la première colonne, c'est toutes les équipes. Toutes les équipes. Et ensuite là, vous voyez, deuxième colonne, ce sont les itérations. Et jusqu'à la 5e colonne que je montre là comme ça, la 5e colonne, en bleu là, c'est la colonne de IP, Innovation and Planning. Donc, on a ici le programme board, et tout ce qui est en rouge, c'est parce qu'il y a une forte dépendance. Et la dépendance, vous voyez que ce sont les fameux fils rouges, il est dépendant de quelque chose ou il y a quelque chose qui est dépendant de lui. Et tout ça, c'est mentionné. Tout ce qui est en bleu, bah, c'est des futures, c'est souvent des futures qui sont isolés. Et tout ce qui est en orange, ce sont des milestones. C'est qu'il y aura un événement précis où il faudra faire quelque chose. Et ce ticket-là, ça peut être quelque chose de fonctionnel, donc, ou de logiciel, enfin fonctionnel et logiciel aussi, ou ça peut être quelque chose qu'on appelle non-functional requirement, une chose à faire, mais qui est importante et qui doit figurer sur ce board. Par exemple, on a, je sais pas, une démo, ou par exemple, à ce moment précis, on doit, allez, disons qu'on doit être capable de se rassembler tous à un endroit, à un moment précis, il y a une annonce, ou il y a quelque chose d'important. Ça reste milestone ou un événement. On a terminé avec cette partie, et voici, voilà, je vous ai déjà mentionné ça, le business context, donc dans le content ready, ça fait partie de ces choses-là on en reviendra, la fameuse roadmap, on détaillera ça plus en avançant.
Voici le programme d'un jour classique dans l'agenda d'un PI planning. Il faut commencer le matin par... on va commencer le matin avec le business context. C'est un événement plutôt... C'est une sorte d'événement assez solennel quand même. Le business context, bah, c'est le business owner qui prend la parole et puis en fait qui explique l'état soit de l'organisation ou l'état du programme, on en est où, les parts de marché, qu'est-ce qui va pas, nos concurrents, nos machins, trucs. Tout ça, ça va dépendre, mais ça va parler business. Ça, c'est la première étape, hein. C'est la première ligne, de toute façon, c'est écrit là. Seconde ligne, c'est la partie vision, la partie solution. Eh bien, vous vous doutez bien que c'est le product management ou l'équipe de product management qui s'en charge. Après, on a architecture, vision et développement practice. Eh bien, les mots même vous en disent beaucoup plus que moi. C'est la partie où les architectes et les ingénieurs système vont venir nous dire, écoutez, voici comment est-ce que toute l'organisation, ou bien en tout cas ce qui nous concerne, tout est structuré, voici ce qu'on a changé, ce qu'on va casser, ce qu'on va mettre en œuvre. C'est comme si on est dans un quartier, on se dit simplement on va casser tel terrain, on va mettre tel bâtiment, ou on a changé la tuyauterie, on a changé les canalisations de tel bâtiment, tel bâtiment. Du coup, si vous devez construire quelque chose, tenez-en compte. Voilà, c'est tout. Après, il y a le planning context. Dans le planning context, c'est là où le RTE, donc le Release Train Engineer, quand il revient, en fait, là maintenant, il va annoncer les grandes lignes de qu'est-ce qui va se passer durant cet événement, comment est-ce qu'on va travailler, comment est-ce que tout ça, ça sera facilité. Puis les gens vont déjeuner et quand ils finissent le déjeuner, quand ils reviennent, les classes, les groupes, les équipes vont se séparer pour commencer à planifier, pour commencer à faire ce qu'on fait dans Scrum classique. Voilà. Ça peut ressembler à, à un sprint planning, enfin, c'est pas un sprint, mais iteration planning, où les gens vont break down ce que c'est qu'une futures ou plusieurs futures et elles vont les transformer et en faire un Kanban. Avec ce Kanban, elles vont revenir, les équipes vont revenir présenter ça, le fameux draft plan and review. Elles vont présenter ça. Une fois qu'on présente ça, on va mettre en œuvre les risques, les, les obstacles et le plan en lui-même. Sauf que ça entraîne toujours de la discussion. C'est jamais propre d'un coup. C'est rarement propre d'un coup. À ce moment-là, il y a le dernier événement de la journée qui se tient à partir de 17h qui s'appelle le Management Review et Problem Solving. Dans Management Review et Problem Solving, regardez là. Problem Solving, vous allez voir que il y a une façon en fait de... Les gens vont se mettre ensemble et ils vont se poser la question. Qu'est-ce qu'on a appris depuis le début? Ou qu'est-ce qu'on a appris de l'événement? Qu'est-ce qu'on a appris de ce qu'on a envie de faire? On en est où sur la vision? On en est où sur le scope, c'est-à-dire le périmètre? Et on va voir s'il y a des goulots d'étranglement, c'est-à-dire des moments, des endroits où ça bloque à cause d'une seule feature ou à cause d'une story, d'une user story. Les gens vont discuter de ça, hein, pour pouvoir prendre des décisions, soit réduire le périmètre ou l'élargir, inclure des éléments, les exclure, euh, ou se poser des questions importantes pour résoudre les problèmes qu'il y a, pour que le planning puisse matcher, pour que les plannings puissent être viables. C'est ça en fait cette cérémonie de management review et problem solving. Mais ça, hein, il y a d'autres éléments. Et quand on parle d'éléments, vous allez voir que je vais mentionner ça plus tard. Parmi les éléments, vous connaissez un des outils qui s'appelle les 5 P, les 5 problèmes. C'est-à-dire on dit pourquoi on a ça, on donne la réponse. Ensuite de ce fameux pourquoi, on dit pourquoi on a ce premier pourquoi on a ce deuxième pourquoi, jusqu'à 5 fois. Au bout de la 5e fois, on estime qu'on est descendu suffisamment profond pour en voir la racine de la racine de la racine de tel problème. Si on résout ça, ou du moins si on attribue la responsabilité à quelqu'un pour la résoudre, on n'aura plus les 4 P qui sont au-dessus, parce que ça c'est réglé. Voilà. Ok, cet événement c'est le dernier événement de la journée. On va revenir le lendemain matin avec le travail qui a été fait, les conclusions qui ont été faites pour finaliser les ajustements. Une fois qu'on finalise ça, jour 2, on revient là. Voilà, jour 2. Quand on va finaliser ça, voilà ce qu'on va faire. Première des choses, on a ajusté, on va encore séparer les équipes pour peaufiner, réajuster les choses qu'elles avaient déjà présentées hier, enfin la veille, avec cette fois plus d'intervention de business owners ou d'autres personnes qui ont un certain pouvoir de décision dans le management, dans l'avenir de la chose. Parce que là, on estime qu'on est sur la dernière phase de décision. Ensuite, on va faire la dernière présentation de cette version 2. Une fois que c'est bon, il y a des problèmes, des risques qu'on n'a pas levés, qui restent toujours. À ce moment-là, on ne va pas essayer de les éliminer,
on va les traiter. On les traite à travers une méthode qui s'appelle ROAM. R-O, c'est bien écrit là, ROAM, R-O-A-M. Je vous en donne là. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Le fameux ROAM, c'est que, avant d'arriver au ROAM, restons sur la partie Final, Plan, Review and Launch. Donc, quand les gens vont venir présenter, bah, bien entendu, voilà ce qu'ils vont présenter. Ils présentent toujours ça. C'est-à-dire des objectifs avec un programme derrière. Les objectifs, c'est nous, on pense qu'on va faire ça. Nous, on veut faire ça. On sait qu'on va faire ça. Donc, ils vont nous présenter ça. Quand ils vont nous présenter ça, les risques, il faut maintenant les traiter, les lever. On va utiliser la méthode qui s'appelle ROAM. Donc, c'est-à-dire soit tel risque est résolu parce que bah, hein, ils ont retravaillé dessus. Si c'est pas le cas, on va dire il y a une équipe qui va prendre ça ou une personne qui va prendre ça. Parce qu'il faut qu'elle soit traitée. Ensuite, il y a des risques qui sont dits acceptés. Un risque qui est accepté, c'est, imaginez, je sais pas, il y a une tornade. Ça fait partie des risques. C'est très minime, mais ça fait partie de risques. C'est un risque qu'on accepte. On ne sait pas comment le traiter, mais au moins on l'accepte. Et ensuite, il y a la dernière famille de risques qu'on appelle les risques qui sont mitigés. Ça dit que pour l'instant, c'est pas qu'on n'y peut rien, c'est qu'on ne peut même pas décider dessus. Ça reste quand même très très flou. Et là, vous voyez bien, on va attendre quand cet événement-là, quand il va arriver, on pourra décider. C'est ma mitigé. Tout est écrit là, c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup la façon dont Safe le décrit. C'est réglé? Non, c'est pas réglé. Ok, d'accord, on donne ça à quelqu'un. Parfait. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas donner à quelqu'un, mais on ne peut pas faire plus. Si ça arrive, bah écoute, on verra ce que ça donne. Ensuite, il y a ce qui est mitigé. On voit le truc. On sait que ça arrive. Ça va certainement venir. On ne peut pas attribuer ça à quelqu'un pour l'instant, mais on est à l'écoute. Dès qu'il arrive, on va prendre des mesures rapides ou on va le donner à quelqu'un à ce moment précis-là pour pouvoir le gérer, le handle. Je ne sais pas comment dire en français, gérer, handle. Une fois qu'on a fini avec la partie risque, on va faire le vote de confiance. Donc hier, dans le cours précédent, j'en parlais. Voici comment on vote. Un doigt, c'est tous ceux qui disent vraiment, je suis pas serein, je suis pas confiant. Deux doigts, c'est les gars, vraiment, allez, bof bof quoi. Trois doigts, c'est why not? Go ahead, allons-y, je me lance. Faut bien mourir d'une chose. Quatre doigts, ça veut dire je suis très serein, ça va bien se passer. 5 doigts, c'est comme un boss, c'est sûr, c'est sûr que tout va bien se passer. Et on va regarder combien de personnes ont voté quelle valeur et on va prendre ceux qui ont voté le plus de voix positives vs ceux qui ont voté le plus de voix qu'on peut appeler low confidence. Une fois que, si on a un low confidence, à ce moment-là, on dit ok, on se retourne ici, là, dans cette étape. On se retourne dans l'étape de rework, plan, rework, if necessary. C'est-à-dire qu'on va retourner pour refaire encore une sorte de planning, une sorte de priorisation, une sorte de story point, c'est-à-dire mettre des points sur les tickets. Quand on fait ça, ça va prendre 15 minutes, 1 heure, 3 heures. Idéalement, il faudrait que ça ne dure pas trop. Jusqu'à ce que on tombe d'accord et qu'on refasse un vote de confiance. Une fois qu'on refait le vote de confiance, généralement ça passe au bout d'un nouveau vote de confiance, maximum 2. Mais généralement ça passe très très bien. Et quand on finit ça, maintenant on va passer à la fameuse rétrospective. Cet événement il est très important, c'est un événement long, plus ou moins stressant, mais qui est nécessaire et qui est hyper efficace. D'une façon théorique, c'est compliqué de tout déployer, mais il faut comprendre que si on regarde le fameux planning, normalement, on en sait suffisamment pour ne pas être complètement perdu lors d'un PI planning. Et un PI planning, c'est comme dans Scrum, dès qu'on finit ça, c'est 2 jours quand même de travail intense, on va faire une rétrospective et on va décider d'avancer devant, et puis éventuellement d'autres instructions en fonction de ce qui sort de la rétro. C'est une rétro classique, comme vous savez déjà faire, parce que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà certaines choses, avec le même pattern, qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait bien, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Hein. Une fois qu'on a ça, on va reprendre toutes les infos, on va descendre avec ces infos, et le Scrum Master, le RTE, va tout rassembler tout ça dans le but d'avancer dessus, de partager ce résultat, et afin que les choses marchent mieux, voilà, tout simplement, pour les prochaines fois.
On a fini ça, chaque équipe a fourni son objectif ou ses objectifs. Et le RTE ainsi que quelques parties prenantes vont rassembler tout ça en objectifs globaux. Voilà, vous voyez ça, c'est l'objectif du programme pour cet incrément de programme jusqu'au prochain PI. C'est ça qu'on va mettre. Une fois qu'on a fait ça, en vrai, voici à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire que chacun a mis ses objectifs. Vous voyez là, les grands post-it géants qui sont collés sur le tableau derrière. On va synthétiser tout ça pour en faire un seul. On va rassembler ça. Et c'est comme ça que les gens vont garder ça. Bien. Quand on a cet objectif, les gens du product management, ils vont faire les mises à jour de la roadmap et ou éventuellement des modifications. Le programme board, il sera toujours là, il sera presque figé, parce que c'est lui qu'on va utiliser comme point référence. Quand on fera les événements, il y a des événements au cours de la vie d'un programme incrément, d'un PI. Donc dans l'incrément, là, dans le programme incrément, les gens vont se voir pour travailler, pour avancer, pour s'assurer que le train avance bien. Il y a ça, donc le programme board, c'est la base, c'est un peu l'aspect contractuel. Et l'exécution se fait, il y a le tracking, comme on a déjà vu, c'est sur les performances, les mesures classiques qu'il y a dans Scrum ou dans, je pense, quasiment toutes les méthodes agiles. Et dans la prochaine leçon, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on commence à développer à partir de ce qu'on a sorti du PI planning, c'est-à-dire ce qu'on a sorti de 1. Les objectifs, 2. Le programme board et les risques qui ont été soulevés. Quand on a ça, maintenant on va pouvoir avancer dans le développement. Et puis il y a des événements qui se produisent comme ça se fait dans Scrum. Donc on se revoit pour la prochaine leçon sur développer dans la cadence et de façon synchronisée. Allez, ciao.